Cette main ne cherche pas de poisson, encore moins un objet précieux qu'elle a perdu. Elle cherche simplement à présenter à notre caméra là où se cache son compteur d'eau. L'un des compteurs de la cité Sikoji, mairie de Treichville, immergé dans des eaux insalubres, des eaux provenant de fosses septiques. La cage d'escalier qui est là, c'est à l'intérieur que se trouvaient les compteurs. Mais à un moment, la SODECI a décidé de déplacer les compteurs pour les mettre dehors pour éviter les risques d'incendie et de court-circuit. Les compteurs étaient posés au-dessus de la conduite d'eau usée. Et en ce moment, on se rend compte que lorsque les différents regards sont pleins, les eaux usées se déversent dans la conduite. Une situation inconfortable qui dure depuis des années et qui trouble le sommeil des habitants. Si tu fais bouillir l'eau, comment, tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose dedans. On est en danger même, danger. Pour se mettre à l'abri de maladies, on s'est mis ici à l'eau minérale. Que de dépenses. Nous sommes obligés de se procurer des bidons d'eau minérale afin de pouvoir consommer pendant que nous payons également les factures. C'est cher, ça nous revient cher. Ça nous revient cher. Il faut acheter les bouteilles à 1000 francs, à 500, tu vois. Des compteurs d'eau immergés dans des eaux mélangent d'excréments et de liquides inqualifiables, de quoi couper le souffle, mais pas seulement. Un tour dans les niches de compteurs d'électricité achève de nous convaincre de la souffrance des habitants. Les responsabilités dans le cauchemar que ces habitants vivent sont partagées, mais pour eux, l'heure n'est plus aux accusations. Il faut urgemment que la solution soit trouvée. Danger pour tout le monde, toute la population. Parce que c'est une canalisation qui vient de loin, jusqu'ici. Donc il faudrait que les autorités rentrent en contact avec les résidents rapidement et résolvent le problème. L'insalubrité est source de maladies. Et quand on la voit ici mêlée directement à l'eau de consommation, on peut comprendre ses habitants quand ils disent qu'ici, les choses peuvent se compliquer si rien n'est fait. Dans le cadre de ce plan stratégique de relance de l'aviculture, la filière avicole s'est engagée à augmenter la production de viande de volaille et des œufs de consommation. Objectif atteint, affirme le président sortant de l'IPRAVI, l'interprofession avicole ivoirienne. Nous sommes passés pour la production nationale de viande de volaille de 22 000 tonnes sur les années 2010-2011, donc année de départ du plan, à plus de 44 000 tonnes en 2015. Il en est de même pour la production d'œufs. Des résultats encourageants qui ne doivent pas cacher les défis dont le renforcement de la compétitivité, la professionnalisation de la filière et la lutte contre la grippe aviaire. Des défis qui, relevés, devraient permettre à la Côte d'Ivoire de mieux rentabiliser sa filière volaille. La réalité de la filière avicole ivoirienne et de son potentiel peut nous amener à être dans quelques années une filière représentant près de 1 000 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. Pour Karamoko Diaby, le nouveau président de l'IPRAVI, le chantier ouvert par son prédécesseur doit se poursuivre. Ne brisons pas cet élan qui nous a porté à atteindre nos objectifs dans le cadre des projets réalisés. Armons-nous de plus de détermination pour les challenges à venir et bâtir notre rêve commun, à savoir une interprétation plus forte. La filière avicole ivoirienne pèse aujourd'hui 240 milliards de francs CFA. Elle génère plus de 170 000 emplois directs et indirects. Espace coloré et rendu vivant par les pas cadencés de troupes venues de tout le Bunkani, nord-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au Festibo 2016, le festival du Bunkani, une édition bien particulière au lendemain de remous sociaux dans la région, d'où le thème « Diversité culturelle et cohésion » développé par le représentant résident de l'UNESCO Côte d'Ivoire lors de la conférence inaugurale. Une des solutions pour faire face aux troubles qui ont récemment secoué le Bunkani est de s'appuyer sur l'héritage du riche patrimoine culturel de cette région, en mettant notamment en avant les alliances interethniques ou communautaires. 3 jours de festivités, visites touristiques, volta noire et roches sacrées devront encore au programme cette année
De quoi satisfaire Côte d'Ivoire Tourisme? Le président du conseil régional, Ian Philippe, initiateur du Festibo depuis 2013, a pour sa part encore exhorté à la mobilisation des forces vives de la région autour de leurs valeurs culturelles avec la gastronomie et la danse, entre autres comme point saillant. C'est le Bourri de Dakota qui a remporté le Grand Prix Festibo doté de 25 millions de francs CFA dédiés à la construction d'une structure de développement. Sur scène, le Yaka Yaka de Kamarasso, le Dioro de Gongombel, le Biran de Yolongo, le Koto de Toubo, les masques venus de Mans ou encore le Dioro du Burkina Faso en passant par le Kindo de Tantama. Fin 2016, le Bonkani aura aussi vibré en Zouglou au rythme de la cohésion, le seul moyen de préserver durablement la paix sociale. Après la mort de Yasser Arafat en novembre 2004, Mahmoud Abbas remporte l'élection présidentielle du 9 janvier 2005. Il s'est toujours positionné comme celui qui allait poursuivre la politique de Yasser Arafat. Il prendra fonction le 16 janvier 2005 et dès la même semaine, des activistes palestiniens tuent 6 Israéliens. L'attentat est revendiqué par les martyrs d'Al-Aqsa, un mouvement proche du parti de Mahmoud Abbas. Ce dernier, qui a condamné cet attentat, se dit partisan de la fin de la lutte armée et de la démilitarisation de l'intifada qu'il qualifie de contre-productive, car selon ses propos, le seul résultat tangible de 4 années et demie d'attentats et d'attaques a été d'accroître le poids de l'occupation et de la souffrance du peuple palestinien. Mais il dira aussi à Ariel Sharon que la fin de l'occupation qui dure bientôt depuis 38 ans est la clé de la paix. Les barrages israéliens installés partout en Cisjordanie rendent la vie insupportable et font gonfler le chômage de 55%, obligeant la moitié de la population palestinienne à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Revenons sur les enjeux de son élection. Au moment de son élection, les organisations activistes ne voulaient pas déposer les armes sans obtenir de contrepartie et de garanties, notamment politiques. Pour cela, elle a multiplié les opérations armées tout au long de la campagne électorale en tirant des roquettes et des coups de mortier contre Israël et les colonies juives de la bande de Gaza afin de faire comprendre à Mahmoud Abbas qu'il ne sera pas le seul à pouvoir décider de la fin de l'intifada. Et pourtant, des actions notables de Mahmoud Abbas, notamment la reconnaissance de la Palestine comme un État observateur non membre de l'ONU. À la suite du gel du processus de paix, le président Mahmoud Abbas optera pour l'offensive diplomatique. Le 24 septembre 2011, il demande officiellement à la tribune des Nations Unies l'adhésion de l'État palestinien à l'ONU. La demande est votée par l'Assemblée générale et passe favorablement devant le Conseil de sécurité, mais les États-Unis mettent leur veto. Le 31 octobre 2011, l'UNESCO admet la Palestine en tant qu'État membre. Comme elle n'est pas encore un État membre des Nations Unies, son admission a dû se faire par la recommandation du Conseil exécutif qui s'est suivi d'un vote favorable à la majorité des 2/3 des États membres de l'ONU présents et votant à la conférence générale. Le vote a été obtenu avec 107 voix pour, 14 voix contre et 52 abstentions. Le 23 avril 2014, l'OLP et le Hamas signent un accord de consensus national qui vise à mettre fin à la division politique et à la partition de fait entre la bande de Gaza et la Cisjordanie.